C'est une histoire, un mystère qui a suscité la colère et de nouvelles allégations choquantes. Le corps d'Erika Bader, 24 ans, a été retrouvé dans les bois, mais la police dit qu'elle n'y est pas morte, seulement déposée. 6 personnes ont été arrêtées, non pour meurtre, mais pour non-déclaration de décès. Que s'est-il réellement passé? Lorsque la police a fouillé son domicile, elle a trouvé des dizaines d'animaux en souffrance. Pas de nourriture, pas d'eau. Sa famille a dit qu'elle était victime avant sa mort et que ses appels à l'aide sont restés ignorés. Une mise à jour dévastatrice vient d'arriver. Erika aurait été enceinte lorsqu'elle a été tuée. Et les suspects? Ils ne sont plus 6, mais 8, et 5 d'entre eux sont désormais accusés de meurtre. Cette affaire vient d'entrer dans un chapitre encore plus sombre et troublant. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Vous vous souvenez de l'affaire présentée le mois dernier? La mort mystérieuse de Erika Bader, 24 ans. La police dit que le corps a été retrouvé dans les bois, probablement déplacé. Une maison abritait des dizaines d'animaux abandonnés. 6 personnes ont été arrêtées, sans inculpation pour meurtre. Ce mois-ci, la situation a évolué. Selon le service de police de Central Falls, à Rhode Island, et les dossiers judiciaires en cette consultés par l'UPRI et le Boston Globe, 5 de ces suspects sont désormais inculpés de meurtre. La famille de la victime a également déclaré à WJAR-TV qu'elle était enceinte lorsqu'elle a été tuée. Le nombre de personnes poursuivies est passé de 6 à 8, avec des accusations plus brutales que jamais. Et nous allons analyser les nouveaux détails choquants de cette affaire. Mais d'abord, récapitulons le mystère troublant qui a tout déclenché. Tout débute avec Erika Bader, une femme de 24 ans. Fin octobre, la police de Pawtucket, Rhode Island, reçoit un appel signalant un corps dans une zone boisée. Ils arrivent et découvrent qu'il s'agit d'Erika. Mais tout de suite, quelque chose ne va pas. La police pense qu'Erika Bader n'est pas morte là-bas, que quelqu'un ou un groupe de personnes a déposé son corps dans ces bois. Première question, où et comment est-elle morte? L'enquête se tourne alors vers la ville voisine de Central Falls. La police affirme qu'Erika louait un appartement sur Central Street à Rhode Island. C'est à ce moment que l'histoire a basculé, passant d'une enquête sur un décès à un récit digne d'un roman gothique. Quand les autorités sont entrées dans cette maison, elles ne cherchaient pas seulement une scène de crime, ces maisons ont vécu un cauchemar. Ils ont trouvé des animaux, des dizaines d'entre eux, 46 chats et 4 chiens abandonnés sans nourriture ni eau. Les conditions étaient si mauvaises que les agents ont dû porter des masques. Au moins 2 chats étaient enceintes. C'était une saisie d'animaux à grande échelle. Et maintenant, la grande question qui se pose, quel est le lien avec la mort d'Erika? Vivait-elle dans ces conditions? La police s'est vite focalisée sur 6 personnes et les a arrêtées. Est-ce allié à quelque chose de plus vaste? Mais voici ce qui a vraiment surpris tout le monde. Aucun d'entre eux n'a été inculpé pour meurtre, pas un seul. L'accusation? Non-dénonciation de décès. Les 6 auraient su la mort d'Erika sans la signaler. Mais la colocataire d'Erika, Brittany Terpening, a aussi été accusée d'agression criminelle pour violence domestique, une charge plus grave. Donc, le tableau qui se dessinait était sombre. D'après les premières accusations, la police semblait dire qu'Erika avait été agressée et qu'elle était décédée par la suite. Un groupe savait et n'a rien fait. Ils ont déplacé son corps et gardé le silence. Mais la famille et les amis d'Erika crièrent que ce n'était pas simplement une tragédie soudaine. Selon les reportages de Vidéo JAR, ils ont dit que les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois. Ils ont dit aux journalistes qu'ils avaient contacté la police en avril, soit 6 mois avant que son corps ne soit retrouvé. Ils craignaient pour son bien-être, pensant qu'elle était en danger dans cette maison de Central Street à Central Falls. Ils affirment avoir essayé de déposer des rapports selon lesquels Erika elle-même avait demandé de l'aide. Un ex-petit ami a confié à WJAR en octobre qu'après un appel vidéo, ils ont vite compris qu'il y avait un problème. La réponse officielle de la police de Central Falls a été qu'ils avaient effectué une vérification de bien-être en avril, mais qu'ils n'avaient pas pu la localiser et qu'aucun rapport de disparition n'avait jamais été officiellement déposé. Donc le mois dernier, il nous restait un mystère troublant. Une jeune femme morte et déplacée. Maison de l'horreur avec animaux abandonnés. 6 personnes inculpées, mais pas pour le meurtre de la jeune fille. L'angoisse de la famille, dont les appels à l'aide sont restés sans réponse jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voilà où en était l'affaire, c'est ce que nous savions. Mais cette semaine, tout a changé. Les accusations, le nombre de suspects et la brutalité présumée de ce qui est arrivé à Erika Bader ont pris une ampleur absolument choquante. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette semaine, les autorités ont fait une révélation fracassante qui bouleverse complètement cette affaire.
D'abord, les accusations. Elles ont été spectaculairement requalifiées. Rappelez-vous, initialement, 6 personnes étaient poursuivies pour non-déclaration de décès. Désormais, les documents judiciaires indiquent que 8 personnes sont accusées de plusieurs crimes graves. 5 des suspects initiaux sont désormais accusés de meurtre, enlèvement et complot. Leurs noms: André Cornell, 28 ans, Joshua Brunel, 35 ans, Elisabeth Durand, 41 ans, Stéphanie Bletzer, 37 ans. La colocataire d'Erika, Brittany Terpening, 34 ans. Et puis, il y a 3 nouveaux suspects qui n'étaient pas dans la première vague d'arrestations. Ils sont accusés d'enlèvement, de complot et de non-dénonciation d'un décès. Leurs noms sont Christophe Kordalewski, il a 22 ans, Jeanne Miller, 26 ans, et Cheryl Blakely, 36 ans. Donc 8 personnes d'âges différents. Toutes ont été traduites en justice à Providence et les 5 accusés de meurtre détenus sans possibilité de libération sous caution. Ensuite, nous avons les nouvelles accusations dévastatrices de la famille. Car avec ces chefs d'accusation de meurtre déposés, la famille d'Erika Bader s'exprime en révélant des détails horribles. Dans des interviews, ils disent avoir appris qu'Erika était enceinte lorsqu'elle a été tuée. Sa belle-mère, Crystal Smith, a dit aux journalistes « Ils l'ont tuée, elle et le bébé ». Elle a déclaré: ce qui est arrivé à Erika est déchirant et horrible. La famille a déclaré à WPRI qu'Erika, qui selon eux était sans abri et n'avait nulle part où aller, s'est retrouvée avec ces personnes dans la maison de la rue centrale. Et ensuite, ils se sont retournés contre elle. Sa belle-mère affirme qu'Erika a été retenue contre sa volonté, disant, je cite, « Elle a essayé de s'enfuir une fois. Ils l'ont traînée, l'ont tirée dans cette maison et l'ont retenue en otage, en gros. » La famille affirme qu'elle a été agressée, violée, puis tuée dans cette maison avant que son corps ne soit laissé dans les bois à Pawtucket. La maire de Central Falls, Maria Rivera, a publié une déclaration exprimant la douleur de la famille d'Erika, disant, je cite, « Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches. Aucune famille ne devrait jamais vivre une telle douleur ou un tel chagrin. » L'enquête est désormais un effort majeur impliquant plusieurs agences, dont la police locale, le procureur général du Rhode Island et le médecin légiste de l'État. Alors, où en sommes-nous? Les mystères morts principaux restent officiellement non résolus. La cause exacte et la date du décès d'Erika n'ont pas été rendues publiques par le médecin légiste, mais le récit a totalement changé. On est passé d'un groupe couvrant un décès à un scénario complètement différent, où les procureurs pensent que 5 personnes ont conspiré pour enlever et assassiner une femme enceinte, avec 3 autres qui auraient aidé dans ce complot. La belle-mère d'Erika se tenait devant le palais de justice à Providence et elle a parlé de ce que traverse sa famille en disant, je cite, « Je suis content qu'ils soient là où ils sont et j'espère qu'ils y resteront. » Nous retrouvons Will Corman, avocat de la défense pénale, pour en discuter davantage. Merci de nous rejoindre pour parler de cette affaire impliquant Erika Bader à Rhode Island, pas très loin d'où vous êtes. Je veux d'abord parler de la cause de sa mort, inconnue à ce jour, alors que des suspects sont déjà inculpés de meurtre. Comment peut-on inculper quelqu'un de meurtre sans au moins divulguer publiquement comment cette femme est morte? Je pense que les forces de l'ordre ne sont pas tenues de le rendre public. Je pense qu'il était assez évident dès qu'ils ont examiné le corps que la cause du décès était un meurtre, sans parler du fait qu'elle a malheureusement été abandonnée sans ménagement dans les bois. À mon avis, il était clair dès le début ce qui lui était exactement arrivé. Parce que disant je sais qu'ils sont détenus sans possibilité de libération sous caution. Vous n'avez pas besoin de présenter cette partie de l'histoire au juge si vous êtes procureur. Pour l'instant, cela concerne uniquement la décision de détenir quelqu'un sans possibilité de libération sous caution. Je suis sûr qu'ils ont pu expliquer au tribunal exactement quelles ont été les étapes qui les ont amenés à inculper ces personnes de meurtre. Je pense que la cause réelle du décès n'a pas à être expliquée tout de suite lors d'une mise en accusation. Cela devra évidemment être révélé à un moment. Mais je pense qu'au tout début, ce n'est pas nécessaire, surtout s'il est très clair que la cause du décès est un homicide. Je pense que la manière exacte dont cela s'est produit peut rester vague encore un certain temps. La dernière fois qu'on s'est parlé, début novembre, cette histoire faisait la une et on ne savait pas grand-chose. Son corps avait été retrouvé à Pawtucket, ville voisine de Central Falls où elle vivait. Son corps avait été laissé là et des suspects avaient été arrêtés. Ensuite, c'était un peu... Les chefs d'accusation étaient allés quelque peu vagues quant à leur rôle dans l'histoire. Mais maintenant, 5 d'entre eux sont accusés de meurtre. Que se passe-t-il généralement au cours des 2 dernières semaines? On en arrive à des personnes qui, selon les procureurs,
non seulement savaient pour la mort de quelqu'un et l'ont tué, mais y ont aussi participé et auraient dit qu'il s'agissait d'un meurtre. Je suppose que plusieurs choses se sont passées. La police a interrogé toutes les personnes qu'elle pensait liées à l'affaire. Comme discuté il y a un mois, je pense que certaines personnes liées indirectement à l'affaire ont voulu prendre les devants. Il ne serait pas surprenant que plus tard nous découvrions que certaines des personnes qui ont été accusées de délits mineurs collaboraient en réalité avec les forces de l'ordre afin d'expliquer exactement ce qui s'est passé et qui a fait quoi. Et en regardant les 5 suspects sur les 8 d'ailleurs, qui font maintenant face à ces accusations, et il s'agit de meurtre, d'enlèvement et de complot, ce sont des accusations très graves. La famille affirme qu'Erika Bader aurait été retenue contre sa volonté dans cette maison. Sans oublier qu'elle était enceinte, selon sa famille. Qu'est-ce que cela vous indique sur la solidité du dossier que pourrait avoir l'accusation? En portant ces accusations, c'est contre 5 personnes que vous les formulez. Je pense que la cause du décès de Madame Bader, le fait qu'il s'agissait d'un homicide, n'a jamais vraiment été a question. Je pense que lorsque ces personnes ont été initialement accusées de ne pas avoir signalé un corps sans vie et d'autres choses de ce genre, nous avancions vers la conclusion inévitable que quelqu'un allait réellement être inculpé pour sa mort. Il est clair que ce scénario était encore plus horrible que ce que nous pensions au départ. Il semblerait qu'il y ait des allégations d'agression sexuelle. Nous ignorions qu'elle était enceinte lors de notre conversation il y a un mois. Ce crime, qui était déjà horrible, vient de passer à un niveau supérieur. Quels sont certains des défis auxquels les procureurs pourraient être confrontés lorsqu'il s'agit, vous savez, d'avoir 8 personnes au total inculpées et que 5 d'entre elles font face aux accusations les plus graves? Je pense que ce qui pourrait finir par arriver, c'est que les individus vont commencer à se rejeter la faute les uns sur les autres. À moins que quelqu'un ne dise qu'elle a été tuée par cette personne précise, les autres vont dire « ce n'était pas moi, c'était lui. Ce n'était pas moi, c'était elle ». Donc le procureur va devoir démêler tout ça parce que, encore une fois, chacun va finir par défendre ses propres intérêts. Pour approfondir l'affaire, le procureur devra conclure des accords avec certaines personnes. Avec qui qu'il passe des accords, ces personnes auront déjà été impliquées dans quelque chose. Donc personne n'entre là-dedans les mains propres. Et en ce qui concerne la maison dans laquelle elle vivait, il s'agit de cet immeuble. On dirait que c'était une sorte de duplex, ou peut-être une maison transformée en immeuble d'appartement. Il n'y avait pas beaucoup d'unités à l'intérieur. Mais la famille dit qu'Erika Bader était sans abri. Elle n'avait nulle part où aller, alors elle est restée dans cette maison. Ils ont expliqué qu'elle avait tenté de s'échapper. Ils affirment que ces personnes l'ont forcée à revenir, agissant tous ensemble. Personne n'est accusé de torture, mais cela y ressemble selon les allégations de la famille. Que pensez-vous de la dynamique de cette histoire maintenant révélée? Je veux dire, c'est vraiment vraiment triste et c'est vraiment vraiment tragique. Et ces mots sont presque banals parce qu'ils ne traduisent pas vraiment ce qui s'est réellement passé ici. Euh, Alors, même s'il n'y a pas d'accusation de torture pour l'instant ou quoi que ce soit de ce genre, le meurtre en lui-même pourrait englober certaines des choses horribles que cette jeune femme a endurées. Et lorsqu'il s'agit de 5 personnes accusées de meurtre, disons qu'il y a une personne qui... Et là, c'est juste, on spécule. Mais je sais que Brittany Terpening, qui faisait face à cette accusation de violence domestique à l'origine, disons que c'est elle qui aurait physiquement tué Erika Bader. Comment prouver que les 5 autres ont aussi joué un rôle pour être accusés du même chef que l'auteur? Bien sûr, il y a aussi des accusations de complot, donc ils ont aussi pu participer d'une manière ou d'une autre, dans une certaine mesure. Encore une fois, il est encore tôt. Là, je pense que cela va continuer à évoluer pour déterminer exactement qui sera inculpé de quoi. Le fait qu'il y ait actuellement des accusations portées contre ces 5 personnes ne signifie pas nécessairement que ces accusations resteront contre ces personnes. Certains concluront probablement des accords pour éviter les accusations les plus graves. Mais en ce qui concerne ce que les autres personnes sont supposées avoir fait, tout d'abord, il reste encore un certain mystère quant à savoir qui est supposé avoir fait quoi. Mais s'il y avait un acteur principal et que d'autres personnes étaient impliquées, soit par négligence, soit en fournissant des armes, soit en aidant à dissimuler le corps, ou des choses de ce genre, elles pourraient toutes être incluses dans cette accusation de meurtre. Quel est le rôle ou la stratégie d'un avocat de la défense en ce moment pour l'un des 5? Vous savez surtout si la personne qui fait face à une accusation de meurtre
vous dit qu'elle n'était pas l'acteur principal dans cette affaire. Comment abordez-vous la défense de cette personne? Donc je dirais que dans cet ensemble particulier de faits et de circonstances, il y a deux options. La première, comme je l'ai dit auparavant, c'est chacun pour soi. Donc, si mon client avait des informations, si mon client était accusé de meurtre, de ce meurtre horrible, et que mon client savait exactement qui c'était, mais que ce n'était pas lui, dans ce contexte particulier de faits et de circonstances, j'encouragerais mon client à s'asseoir avec moi et les forces de l'ordre pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Aucune accusation n'est plus grave qu'un meurtre, surtout celui d'une femme enceinte. Donc, j'encouragerai mes clients à se manifester et à dire tout ce qu'ils doivent dire afin que cette accusation soit retirée contre eux. Deuxièmement, cela va aussi être très déroutant parce qu'il y a plusieurs personnes accusées de la même infraction. Donc, même si mon client ne voulait pas s'asseoir avec les forces de l'ordre et expliquer quel était son rôle par rapport aux autres, au fond, cela devient essentiellement un jeu de reproches. Et nous aurions besoin de clarifier exactement ce que mon client savait, où se trouvait mon client, afin de pouvoir dire, eh bien, il se peut que mon client ait été là. Et même si mon client n'a peut-être joué qu'un rôle mineur, voici les personnes qui l'ont vraiment fait, et voici comment nous pouvons vous le prouver. Ce qui rend cette partie de l'histoire si triste, c'est qu'Erika Bader était apparemment enceinte, selon sa famille. Ils disent aussi qu'elle est victime d'agressions sexuelles. Les suspects ne semblent pas faire face à des accusations pour l'agression sexuelle, pour cette partie-là. Et la police n'a pas... Ils sont restés plutôt discrets. Mais si elle était enceinte, est-ce que les suspects pourraient faire face à d'autres chefs d'accusation dans cette affaire? Certaines juridictions autorisent l'accusation d'homicide pour la mort d'un enfant à naître. Cela peut dépendre de l'avancement de sa grossesse et du fait que quelqu'un d'autre savait ou non qu'elle était enceinte. Il existe une différence entre une personne enceinte de plusieurs mois et une autre enceinte de quelques jours. Comment cela se passe-t-il maintenant dans le système judiciaire? Parce qu'il y a 8 personnes. Chacune pourrait raconter une histoire différente, mais nous évoquons tous la mort de la même femme. Est-ce qu'il s'agit de 8 procédures judiciaires distinctes qui vont avoir lieu? Le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour juger ces affaires ensemble, ou au moins les juger par groupe si vous voulez. S'ils sont certains que 5 personnes ont tué ensemble cette jeune femme, ils vont essayer de juger ces 5 affaires ensemble. Du point de vue d'un avocat de la défense, je veux que mon client soit jugé séparément. Je vais tout faire pour dissocier les charges et séparer mon client des autres, alors que le gouvernement veut les regrouper. À quel point est-il difficile, dans une affaire comme celle-ci, d'obtenir qu'un juge accepte de dissocier les affaires? Kriadem. Non, ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile. Encore une fois, même si nous ne connaissons pas tous les faits et circonstances, ce que les tribunaux essaient de faire, c'est d'éviter de juger la même affaire encore et encore. Donc, une partie dépendrait de savoir si quelqu'un a fait des déclarations impliquant d'autres personnes ou non. Cela dépendrait aussi de l'existence ou non de preuves répétitives. Je pense qu'il est probable qu'au moins quelques-unes de ces personnes seront jugées ensemble, si ce n'est pas les 5. Quand il s'agit de faire retourner quelqu'un et d'obtenir qu'un des accusés témoigne potentiellement contre un autre, pour être témoin, qu'est-ce que cela? On l'a tous vu, je déteste le cliché, mais dans les films et New York, police judiciaire, vous savez comment ça marche. Mais dans la vraie vie, à quoi ressemblent ces négociations? Et puis aussi, je pense que pour un procureur aussi, je veux dire, si vous essayez d'obtenir qu'une personne accusée de meurtre témoigne contre une autre personne également accusée de meurtre, on pourrait dire que la défense soutiendrait que cette personne essaie juste de s'en sortir. Comment vous assurez-vous, en tant que procureur, que cette personne est réellement crédible à la barre? Le ministère public affirme souvent que nous faisons face à une scène de crime atroce et devons accepter les témoins comme ils sont. Nous n'avons pas le choix de nos témoins. Nous ne pouvons pas choisir qui sont les témoins oculaires de certains événements. Et le ministère public fera tout ce qu'il peut pour contrer l'argument de la défense qui est comment pouvez-vous faire confiance à ce type? Il cherche à se sortir d'affaire. Et le procureur devra littéralement simplement expliquer nous avions 5 personnes inculpées. Nous avons estimé que cette personne disposait de renseignements suffisants pour que nous soyons prêts à modifier les charges ou accepter sa version en échange de la poursuite des vrais coupables. Quelle que soit la raison pour laquelle cela serait soi-disant arrivé, ça n'aura jamais de sens. Je veux dire, nous le savons tous. Je veux dire, c'est vraiment une histoire horrible, vraiment horrible. En même temps, il y a cette question du pourquoi, de comment cela a pu arriver.
En tant que procureur, à quel point serait-il important de trouver un mobile dans cette affaire pour comprendre pourquoi Erika Bader aurait été tuée? Et les mobiles sont toujours importants. Les procureurs veulent expliquer une histoire, donner une raison à ce qui s'est passé. Ils n'y sont pas obligés. Le mobile n'est pas un élément du crime à prouver d'une manière quelconque. Mais l'accusation va vouloir avancer quelque chose, parce que sinon la défense se lève et dit « Pourquoi diable Joe Smith aurait-il commis ce crime ?» Ça n'a aucun sens. Pourquoi ferait-il cela? Et pour contrer cela, l'accusation va proposer une version des faits. Il y a aussi, comme il évoqué la dernière fois, la famille et des amis affirment avoir tenté d'alerter la police de Central Falls d'un danger pour Erika Bader, qu'elle semblait inquiète lors d'un appel FaceTime au printemps, qu'il se passait quelque chose dans cette maison. Selon eux, la police de Central Falls a échoué, mais la police affirme le contraire. Ils ont tout fait, du point de vue de la famille, s'ils devaient être représentés. Comment déterminer si la police a bien agi face aux signes avant-coureurs évoqués par la famille? Pour Erika Bader, Le service de police de Central Falls est dans une position délicate. D'après ce que nous avons discuté et ce que j'ai lu, il semble que des gens essayaient de pousser la police à prendre cette personne initialement portée disparue bien plus au sérieux qu'ils ne l'ont fait. Du point de vue du service de police, vous savez, j'espérerais qu'ils consignent et notent d'absolument tout ce qu'ils ont fait, chaque appel téléphonique reçu et chaque piste qu'ils ont suivie. Si ces pièces du puzzle manquent, encore une fois, je pense qu'il y a là une certaine responsabilité et une certaine culpabilité. comment avez-vous vu et Erika Bader aurait été sans abri à un moment donné? Elle n'avait nulle part où aller, c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans cette maison à Central Falls. Nous voyons souvent des adultes de son âge disparaître sans laisser de traces. Ce n'est pas comme chercher un mineur avec une alerte Amber. Nous verrons ce que vous savez, ainsi que tout détail supplémentaire communiqué par la police du Rhode Island. De façon générale, ayant travaillé dans un bureau du procureur, à quel point la police prend-elle au sérieux certaines affaires de personnes disparues? Il y en a bien plus qu'on ne le pense, je crois. Oui, je pense qu'ils se les prennent probablement très au sérieux, mais ils sont limités. Encore une fois, si un adulte légal choisit de disparaître et de sortir des radars, c'est son droit de le faire. C'est compliqué. Dans ce cas, c'était un peu plus que ça. Ce n'était pas juste « Nous n'avons pas eu de nouvelles de notre amie Erika depuis un moment ». C'était vraiment « Nous n'avons pas eu de nouvelles de notre amie Erika depuis un moment ». Et voici pourquoi nous sommes inquiets. Donc ce n'était pas simplement « Et cette personne est peut-être hors réseau », c'est « Et nous sommes vraiment inquiets de l'endroit où est cette personne et de sa compagnie ». Des informations ont indiqué qu'elle n'était pas à l'aise dans sa situation de vie. Et donc, c'est un peu différent de quelqu'un qui disparaît simplement pendant un moment, un adulte qui disparaît pendant un moment. Oui, dans cette histoire, c'est tellement triste. Il y a aussi beaucoup de couches à cela, et certainement du côté juridique, et sur la direction que cette affaire prendra à partir de maintenant. Will Corman, avocat de la défense et ancien procureur, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Nous vous en remercions. Merci de m'avoir invité. C'était On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.